Savez-vous que l'espérance de vie en bonne santé pour une femme française à 70 ans est d'environ 14 années supplémentaires? C'est officiel. C'est aussi ce qu'on ne vous dit jamais. On vous a dit d'épargner pour la retraite, économiser avec discipline, cotiser vos trimestres à la sécurité sociale, contribuer à vos régimes complémentaires AGIRC, ARCO, comme si votre vie entière en dépendait. Mais personne ne vous a dit ce qui se passe quand vous épargnez de la mauvaise façon. Personne ne vous a expliqué qu'il y avait une règle, une vraie règle, que les familles françaises des années 50 comprenaient sans même avoir besoin de la formuler. Une règle que j'ai découverte bien trop tard. Je m'appelle Colette, j'ai 75 ans et j'aimerais que vous m'écoutiez. Pas comme une experte en finance, pas comme une victime qui se plaint. Écoutez-moi comme une femme qui a vécu 40 années de sa vie à bâtir quelque chose et qui, aujourd'hui, souhaite que quelqu'un lui ait dit la vérité plus tôt. Femme à femme, s'il vous plaît. J'ai commencé à travailler à 25 ans dans une entreprise de conseil à Paris, les années 70 et 80. Vous savez, c'était l'époque où une femme dans le monde de l'entreprise devait prouver qu'elle était 2 fois meilleure et 2 fois plus discrète que ses collègues hommes. Je n'en suis pas fière, mais je croyais à la promesse simple. Si je travaillais dur, si je sacrifiais le temps avec ma famille, si je choisissais le bureau plutôt que les vacances, le système me récompenserait. Le système français me prendrait soin de moi. Je cotisais religieusement à l'assurance vieillesse. Chaque fiche de paie, je la vérifiais scrupuleusement. Les trimestres s'accumulaient, les années passaient. 40 années, de 25 à 65 ans. Vous savez ce que personne ne vous explique vraiment quand vous commencez à travailler? Comment fonctionne réellement la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse? Vous croyez contribuer à une sorte de compte personnel. C'est un mensonge bienveillant. C'est un système par répartition. Votre argent n'attend pas sagement dans un compte avec votre nom dessus. Il paie les retraites des gens d'aujourd'hui. Les futurs retraités, c'est nous qui les finançons, nous qui travaillons maintenant. Et si vous avez des trous dans votre carnet de trimestre, si vous avez élevé des enfants, soigné des parents, eu une dépression, changé de carrière, ces trous, on les appelle des vides, et ils vous pénalisent. Je ne prenais jamais toutes mes vacances. Vous savez, cette culpabilité française, comme si partir signifiait abandonner son poste. J'avais une mère malade dans les années 90, je l'ai soignée. Cela m'a coûté 2 années de trimestre de cotisation. 2 années. 1100 jours où j'ai changé ses pansements, où j'ai écouté ses peurs, où j'ai rincé son linge à 3 heures du matin. Et le système m'a dit « Tu n'as pas cotisé, tu n'as pas de trimestre, 0 ». Comme si ce temps n'existait pas. Personne n'en a parlé, c'était juste accepté. Les femmes de ma génération, nous avons fait cela. Nous avons cru que la gratification viendrait plus tard, à la retraite, avec le temps. Nous nous disions que c'était un investissement dans notre sécurité future. Alors, à 62 ans, quand j'ai commencé à trier les affaires de mon père décédé, j'ai trouvé un vieux carnet. Un carnet gris-bleu, usé au coin, le papier devenu couleur miel par le temps. L'odeur était celle du cuir sec et de la vieille encre. Je pouvais sentir sa main dans chaque page. Un carnet de comptes domestiques, noirci de son écriture minutieuse. Années 50 à 71. Lignes et colonnes tracées au crayon. Chaque salaire entré en lettres élégantes. Et sur chaque ligne, soigneusement séparée d'une trait à la règle, un montant, 10%. Ces notes à côté, en petites lettres tremblantes vers la fin, obligations, dividendes, immobilier loué. Se payer soi-même en premier. C'était écrit nulle part.
C'était juste ce qu'il faisait, année après année, comme respirer. J'ai lu ce carnet 3 fois ce jour-là, assise par terre dans son bureau vide. Et j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Mon père, qui n'avait jamais parlé d'argent à la maison, le tabou français, vous savez, il savait. Il savait qu'il fallait automatiser les 10% avant de payer les dettes, avant les impôts, avant tout. Il savait qu'il fallait mettre cet argent dans des actifs qui parlent tandis que vous dormez. Obligations de l'État, actions à dividendes stables, petits immeubles de rapport. Il n'avait pas fait de raisonnement compliqué, c'était du bon sens, de la discipline simple. Et cela avait construit une sécurité tranquille pour lui et pour nous, ses enfants. Pendant ce temps, moi, j'avais cru que la sécurité venait du simple fait de cotiser, de cocher les cases, d'obéir. Combien d'entre nous ont fait pareil ? Sacrifier les années vibrantes pour un système qui ne nous a jamais dit comment l'utiliser vraiment. Combien ont cru que la discipline suffirait ? J'avais enfin trouvé la réponse. Mais il m'a fallu 62 ans pour la découvrir. Et vous savez ce que j'ai pensé, assis là avec ce carnet poussiéreux dans les mains ? Je me suis trompée, complètement trompée. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Peut-être que j'ai encore 3 ans avant la retraite. Je pouvais appliquer la règle, je pouvais rattraper le temps perdu. Grave erreur. Grave erreur de penser que c'était simple comme cela. C'est ce moment où on pense avoir découvert une pépite d'or alors qu'on vient de casser le dernier verre de la maison. Parce que la règle avait fonctionné. Financièrement, elle avait marché pour mon père. Mais voilà le secret qu'on ne vous dit jamais. La règle des années 50, elle avait marché parce que les familles vivaient aussi pendant qu'elles épargnaient. Elles prenaient des vacances à la mer, elles mangeaient ensemble, elles parlaient. Les enfants voyaient leurs parents. Les parents vieillissaient doucement, naturellement, comme des arbres qui se penchent. Pas moi. Je n'avais pas appliqué la règle du tout. J'avais appliqué une version corrompue. J'avais épargné de la mauvaise façon. Pas 10% automatique dans des actifs vivants. Non. J'avais utilisé chaque sou pour payer les dettes hypothécaires, les assurances, les impôts. J'avais cru au plan d'épargne retraite, le PER, à ces véhicules modernes si brillants sur papier. J'avais écouté des conseillers bancaires qui voyaient ma peur et vendaient plus d'assurances. Et tout ce temps, j'avais attendu de voyager, attendu d'avoir des conversations profondes avec ma fille, attendu de vivre. Vous reconnaissez ça ? Mon corps a commencé à montrer le prix. À 50 ans, le dos. À 55, le cœur qui s'énerve, petite hypertension. À 60, la perte de poids inexpliquée, stress accumulé. 40 ans de stress comprimé dans les articulations et les valves cardiaques. Les médecins disaient « reposez-vous », mais je continuais à travailler. Pendant 3 ans encore, jusqu'à 65 ans exactement. Le système français disait que j'avais droit à ma retraite, à peine, juste avant que tout ne change. Vous savez, la réforme des retraites de 2023, on a repoussé l'âge à 64 ans, et même 65 pour certains. Quand j'ai pris ma retraite, cela venait juste de changer. Les manifestations, les débats, l'injustice ressentie, les femmes surtout. Nous, on parlait de nos trimestres volés par les interruptions de carrière, par l'éducation des enfants. Des trimestres perdus qui ne nous seront jamais remboursés. Et le gouvernement répondait « Vous allez travailler plus longtemps ». C'était absurde, c'était cruel. Mais voilà le plus brutal.
Voilà ce qu'on ne vous explique pas quand vous lisez les chiffres dans les journaux. Le système Agirc-Arrco, les régimes complémentaires, ils sont indexés sur la CNAV. Si votre retraite de base perd 10%, vos compléments perdent aussi. Et pour les femmes, cela signifie que les trous de carrière ne se comblent jamais. Vous pouvez verser volontairement à la CNAV, oui, mais c'est coûteux. 300 € pour un trimestre manquant, 1200 pour une année complète. J'aurais eu besoin de verser 40 000 € pour compenser les années avec ma mère. 40 000 € que je n'avais pas. Même à la retraite, j'ai continué, à différer. Un voyage en Italie que j'avais promis à ma mère. Attendez, il faut économiser encore. Peut-être qu'on me diminuera la pension. Une conversation honnête avec mon fils sur pourquoi j'avais manqué tant de ses anniversaires. Trop douloureux. Sauter. Cuisiner pour la famille ce plat compliqué dont ma grand-mère m'avait parlé. Un jour. Cet espoir cruel qu'un jour arriverait. Ce jour-là n'arrivait jamais, et mon corps le savait. Votre corps sait toujours. Il vous parle en douleur, en fatigue, en cette sensation creuse de courir à côté de votre propre vie sans jamais l'attraper. À 71 ans, j'ai eu un moment de peur pure, une mammographie, un petit nuage anormal. 3 semaines d'attente pour la confirmation, 3 semaines. Savez-vous ce que vous pensez en 3 semaines d'attente pour savoir si vous pouvez mourir? Vous pensez à ce que vous avez manqué, à ce que vous avez reporté, à qui vous n'avez pas assez écouté. Vous remontez votre vie comme on remonte un film, et vous voyez les trous, les énormes trous. Ce moment dans la cuisine avec votre fils, où vous aviez l'esprit ailleurs. Ce dîner avec votre mère, où vous regardiez votre montre. C'était bénin finalement, juste une cicatrice. Mais ce moment avait brisé quelque chose en moi, ou plutôt l'avait réparé, l'avait forcé à s'ouvrir. Ce fut le moment, enfin. À 71 ans, j'ai compris ce que le carnet de mon père disait vraiment. Ce n'était pas juste sur l'argent, c'était sur le fait de se payer soi-même en premier, de dire « je vaux 10% de ma vie », pas 10% de mes revenus, 10% de mes jours, 10% de mon amour, 10% de mes respirations conscientes. Et j'avais payé 0% à moi-même pendant 40 ans. Les familles des années 50 qui suivaient cette règle, elles ne faisaient pas que mettre de l'argent dans des obligations. Elles s'obligeaient à vivre, à être ensemble, à remarquer, à créer la mémoire, pas la fortune. Et j'ai dressé une liste, avec un crayon comme mon père l'aurait fait, tout ce que j'avais remis à plus tard, tout ce que j'avais cru pouvoir faire après. Après le travail, après les hypothèques, après. La liste avait 46 éléments. 46. Certains petits, un café avec ma cousine que je n'avais pas vue depuis des années, un dimanche à relire les lettres que ma grand-mère m'avait écrites, d'autres énormes, passer 1 mois en Provence, apprendre à peindre à l'huile, dire à ma fille que je regrettais tant les années où j'avais été trop fatiguée pour l'écouter vraiment. Cela voulait dire m'asseoir dans sa cuisine à 40 ans et admirer la vie qu'elle avait construite sans moi. J'ai regardé cette liste et j'ai pleuré. Pas des larmes de victime, des larmes de reconnaissance, parce que je n'étais pas morte à 71 ans. J'avais encore du temps, pas 40 ans, mais du temps. Et cette fois, je ne savais pas qu'il fallait en faire quelque chose. Je le savais enfin. Maintenant, à 75 ans,
Voici ce que je fais. Et je vous le dis parce que j'aurais aimé l'entendre plus tôt. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Je le dis parce que la peur, c'est utile si elle vous réveille. J'ai automatisé 10% de chaque source de revenus. Ma petite retraite CNAV, les revenus de mon assurance vie multisupport, un petit loyer d'un studio que je possédais, automatique, avant de rien d'autre. Peut-être que c'est trop tard pour la capitalisation composée. Peut-être que je ne vais pas doubler ma richesse, mais ce n'est plus le point. Le point est que j'ai dit, je vaux 10% de cela. C'est pour moi. Et c'est irréversible. C'est sorti de mon compte avant que je puisse changer d'avis. Avec cette part, je fais exactement ce que mon père faisait. Obligation d'État pour la sécurité. Le livret A est limité à 30 000 €, vous savez, donc il ne servait à rien pour lui. Il fallait chercher ailleurs. Obligation à taux fixe. Quelques actions à dividendes stables, des valeurs sûres, Électricité de France, Veolia. Je ne suis pas une investisseuse. Je ne joue pas à la bourse. Je cherche ce qui parle pendant que je fais autre chose, pendant que je vis. Et pour la première fois depuis 40 ans, je vis. Je prends mes médicaments sans cette culpabilité sourde qu'ils coûtent quelque chose. Je marche chaque jour dans le jardin du Luxembourg. J'ai fait ce voyage en Italie. J'ai cuisiné ce plat de ma grand-mère. Et je m'assieds avec mon fils et je lui dis la vérité sur mes absences. C'est douloureux et beau. Voici ce que j'ai appris sur la vraie retraite en France, ce qu'on ne vous dit jamais. C'est que vous pouvez verser des cotisations volontaires à la CNAV pour combler les trous. Vous pouvez demander au GIST calculer vos trimestres manquants avant de demander votre retraite. C'est gratuit. Et si vous avez cotisé insuffisamment, vous pouvez repousser votre départ de quelques trimestres pour augmenter votre montant. Mais personne ne vient vous expliquer cela. Il faut vous déplacer à la caisse locale, faire la queue, demander. C'est du travail administratif que les femmes de ma génération, épuisées par le travail réel, ne pouvaient pas faire. La vraie sagesse du carnet de mon père n'était pas financière, c'était morale. C'était que se payer soi-même en premier signifie décider que vous valez la peine, que votre vie vaut 10% d'elle-même, que la gratification différée infinie n'est pas une vertu. C'est une prison que nous avons bâtie. Et si vous aviez entendu cela à 30 ans, si on vous avait dit « oublie les PER, oublie l'assurance vie hors plan », prends 10% automatique chaque mois sans débat. Investis dans des dividendes stables ou des obligations. Et avec le reste, vis. Voyagez. Prenez un congé parental sans culpabilité. Laissez votre carrière s'arrêter 5 ans si vous en avez envie. Vous pouvez toujours cotiser volontairement après. Mais au moins, vous aurez eu votre vie en même temps que vous la construisiez. Qu'en aurait-il été ? Les femmes de ma génération en France, nous avons grandi dans la peur de ne pas avoir assez.